Je vous propose que nous reprenions nos débats. Alors, nous en étions au rapport ponctuel, troisième commission. Monsieur Fagor. Merci Madame la Présidente. Donc, pour attaquer cet après-midi sur le rapport 304 qui concerne les modalités d'attribution des subventions jeunesse, sport et culture. Donc, vous trouverez dans ce rapport-là le schéma d'analyse des différentes politiques portées dans le cadre de la délégation jeunesse, sport, culture et qui reprennent vraiment les axes fixés dans le cadre de CAP 25. Donc les subventions seront allouées en 2017. Il a été vu ce matin, notamment dans le cadre des autorisations de programme, de pouvoir accompagner les structures qui, elles, sont à cheval, non pas sur des sur des années civiles, mais qui sont à cheval sur des années scolaires. Donc le présent rapport acte l'ensemble de ces dispositifs. Donc le schéma d'analyse des dossiers. Accompagné à cela, vous avez les orientations envisagées avec les règles d'attribution pour chaque dispositif. Vous avez vu que c'est la même grille de lecture suivant le dispositif dans lequel nous nous trouvons, avec deux parties. Une partie d'instruction généralisée à tous les dossiers et une partie d'instruction adaptée à chaque type d'accompagnement, se référant aux enjeux de CAP 25. Voilà. Donc il vous est demandé de vous prononcer sur ces modalités d'attribution. Je vais prendre la parole tout de suite. Moi, j'aurais voulu en savoir un peu plus en ce qui concerne l'évolution des budgets. Voilà. Ce que vous demandiez précisément aux associations, parce qu'on sait quand même que le tissu associatif va plutôt mal, que les subventions vont en dégringolade, et puis que quand les associations ont la tête au-dessus de l'eau, c'est bien. Alors si on leur demande chaque année d'avoir de plus en plus de budget alors qu'on diminue les subventions, je ne vois pas comment elles peuvent s'en sortir. Monsieur Nappé. Merci Madame la Présidente. J'ai trouvé la présentation du rapport un peu succincte, donc j'aurais besoin de quelques explications. Explication que j'avais d'ailleurs souhaité avoir lors de la commission, et Ludo nous avait répondu qu'il n'avait pas les infos ce jour-là, ce que je peux bien comprendre, mais je voudrais bien qu'on les ait aujourd'hui. En particulier sur les changements qu'il y a entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait aujourd'hui. Il y a des beaux tableaux, il n'y en avait pas. Mais si c'est le seul changement, ben voilà, je pense que ce n'était pas utile de faire des beaux tableaux. S'il y a un réel changement, il faut qu'on nous dise où il est, parce qu'on ne l'a pas trouvé. Ensuite, on a trouvé quand même un peu étonnant cette introduction, où on a l'impression que avant CAP 25, il n'y avait pas de politique jeunesse, sport et culture, puisqu'on dit CAP 25 a fixé un certain nombre de dispositifs de partenariat, or ils existaient. Donc c'est un peu une façon originale de présenter les choses. Et puis un dernier point, j'attire votre attention à l'avenir sur les conditions nouvelles pour les organisateurs. On vient de vivre la 33e édition du Lyon. Et dans les 3 dernières semaines, pour pallier à tout problème de sécurité, il a fallu donc accepter que des hommes en armes soient présents derrière chacun des 125 signaleurs, ce qui au départ avait un coût supplémentaire de 25 000 €. Donc il faudra qu'on soit attentif, je ne dis pas que c'est à nous de payer, hein. C'est pas ça que j'ai dit, mais je dis qu'il faudra qu'on soit attentif sur les très grosses manifestations, il va y avoir des difficultés financières à l'avenir. Voilà. Juste 2 secondes concernant la dernière intervention de Rémi Nappé, puisque je me suis entretenue avec monsieur le sous-préfet de Montbéliard pas plus tard que samedi, peut-être que tu en as eu écho, justement sur les conditions particulières pour organiser les manifestations, surtout celles d'ampleur, et je pense notamment à celle du Lyon ce week-end, qui est une grosse manifestation, avec
public, nombreux publics, mais nombreux athlètes aussi, et c'est vrai que c'est une problématique. Il me disait qu'il n'y avait pas eu de refus pour l'instant, en tout cas sur l'arrondissement qui était le sien. Je lui ai dit, mais à quel prix, monsieur le sous-préfet? Et pour rejoindre ce que tu dis, oui, pour être attentif aux différentes organisations, mais avec l'ensemble des partenaires, parce que je lui ai dit qu'on ne pouvait pas nous donner des contraintes de plus en plus draconiennes sur certaines manifestations. Il faut que là aussi, sur des fonds spécifiques pour assumer la sécurité comme il se doit dans le département du Doubs, mais partout ailleurs, bien que nous ayons tous conscience que le risque zéro, malheureusement, n'existe pas, mais il fallait bien que tout le monde participe à cette, comment dirais-je, à cette vigilance, en premier l'État quand même. Donc il me dit, moi je ne fais qu'appliquer, j'ai dit bien entendu, mais faites relayer quand même parce que ça va mettre certaines grosses manifestations en difficulté, et puis les petites, en général, ce sont souvent soit les présidents, soit les maires qui couvrent tout cela, avec le risque tel qu'il est. C'est vrai qu'on a couvert quelques manifestations, même au niveau départemental, où on nous disait « faites attention, il y a beaucoup d'afflux ». Après, voilà, il faut vraiment que nous soyons non seulement très attentifs, mais je dis bien avec tout le monde. C'était bien le sens de ta remarque. Absolument. Mais j'ai fait remonter donc tout cela au niveau du sous-préfet, puisque c'est bien lui qui ensuite doit faire remonter les infos un peu plus haut. Je te laisse la parole, Ludo. Merci. Donc oui, bon, je ne vais pas reprendre les propos que vous venez de tenir concernant. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup entretenu et ça nous interroge. Ça nous interroge aussi sur d'autres manifestations de grande ampleur. Je pense notamment, par exemple, à la Coupe du Monde à Chaux-Neuve, où ça peut être aussi, à un moment donné, une contrainte supplémentaire qui peut nous être imposée. Mais en tout cas, effectivement, on s'est beaucoup interrogé là-dessus. Après, concernant les questions, donc Rémi, je savais que tu allais reposer la question, donc c'est pour ça que je me suis permis d'attendre que tu la reposes. Donc, concernant les modifications, alors effectivement, les modifications, alors, certaines apparaissent très clairement, d'autres peut-être un petit peu moins, et je vais essayer de répondre à vos questionnements. Déjà, la première modification, qui n'est pas des moindres, c'est CAP 25. C'est CAP 25 et son projet avec ces trois enjeux. Ces trois enjeux donc, qui sont portés dans le cadre donc, de la politique sportive et culturelle, qu'on retrouve autour, 1, de la réussite éducative, 2, autour de l'inclusion sociale, et 3, donc, autour de l'attractivité des territoires. Après, si on rentre ligne par ligne, dans le cadre du soutien aux arts vivants, donc, c'est ce que j'avais dit lors de la commission, il y a des choses qui, sur le soutien aux arts vivants, ne changent pas dans le cadre de l'accompagnement je cherche mes mots. À la création, par exemple, dans le cadre de la création, ce n'est pas quelque chose qui va changer ou qui va être modifié. Par contre, ce qui change derrière, c'est bien sûr ces trois enjeux de CAP 25. Qui correspondent bien donc, aux priorités que l'on a pu se fixer. Après, sur les écoles de musique, si je rentre ligne par ligne, sur les écoles de musique, vous pouvez le voir que les critères ont évolué. Les critères ont pu évoluer, notamment en remettant donc, une prime forfaitaire, comme ça je donne de tête, mais à la formation, notamment en ce qui concerne donc toujours l'accompagnement des élèves, du nombre d'adhérents dans l'école de musique de moins de 25 ans, puisque c'était déjà ce qui existait auparavant. Mais par contre, ce qui a été modifié, c'est par rapport aux écoles structurantes et aux écoles locales où on renvoie de structuration, ce glissement, notamment par rapport au nombre d'adhérents de moins de 25 ans. Ensuite, ce qui évolue également par rapport aux associations d'éducation populaire, on est plus sur le mode projet avec les structures d'éducation populaire. Avant, on avait une aide qui était plutôt plus importante au fonctionnement de la structure et un petit peu moins sur l'investissement projet. Donc là, on a remodifié un petit peu le fonctionnement. Les structures en ont été bien sûr alertées et averties, c'est-à-dire qu'on fonctionne bien, on raisonne bien donc en mode projet. Après, sur les clubs phares, vous l'avez vu, puisqu'on en a déjà débattu, il y a une partie qui est conditionnée à des actions qu'ils doivent réaliser dans les différents territoires sous couvert
d'une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui correspondra aussi à leur sensibilité. Est-ce qu'on est plus sur des actions sport-santé? Est-ce qu'on est plus sur des actions sport au féminin, sport adapté, etc. Donc là-dessus, on est sur ces modifications-là qui peuvent être, qui sont apportées. Après, concernant donc les comités départementaux, nous avons toujours les mêmes entrées. La partie aide au matériel, achat de matériel, la partie formation. Par contre, ce qui a été modifié, c'est le nombre d'actions qu'on leur demande sur le territoire qu'elles devront porter, bien sûr, en liaison avec le projet CAP 25. Et puis, pour terminer sur la partie donc, événementiel sportif et puis projet lecture. Donc, événementiel sportif, le critère qui est nouveau, c'est on est censé ne pas dépasser 10% du budget prévisionnel de la structure, sauf cas particulier sur des événements d'envergure important. Le Lyon en est par exemple peut-être un exemple, qui est un événement d'enjeu plus que départemental, un rayonnement au-delà, donc on regarde vraiment au cas par cas. Et c'est ce qui est aussi le cas sur les projets lecture, où là on est vraiment sur la réponse d'appel à projet et non plus sur de l'aide au fonctionnement, comme j'avais pu m'exprimer dernièrement sur ce sujet-là. Donc voilà pour répondre. Alors j'étais pas sur une présentation succincte du dossier parce qu'on s'était aussi pas mal exprimé et on avait beaucoup échangé là-dessus en commission. Et en ce qui concerne donc votre question sur l'évolution des budgets, bon, il faudrait reprendre ce qui a été aussi voté lors du dernier BP en 2016, mais il faut savoir qu'au regard donc du projet CAP 25, il y a des budgets qui ont été sacralisés, c'est-à-dire qu'on n'y est pas allé forcément avec une lecture purement mathématique, ligne par ligne, en disant ça sera -5, -10 ou quoi que ce soit. Donc sur certains postes, nous avons sacralisé les budgets. Je pense notamment aux écoles de musique qui ont été sacralisées, notamment au niveau des budgets. Je pense notamment au niveau des clubs sportifs qui ont été sacralisés. Quand vous dites qu'il y a des subventions qui sont à dégringolade, je ne pense pas. À part une ou deux peut-être structures, parce qu'elles avaient des projets qui ne répondaient plus forcément aux axes de développement de CAP 25. Donc je ne pense pas qu'on soit sur des diminutions si importantes que vous estimez, puisque moi j'ai la liste avec les comparaisons d'une année sur l'autre, notamment je pense aux arts vivants, les structures dans le cadre des arts vivants qui répondaient aux engagements donc, de CAP 25 ont continué à être accompagnées à quasiment à la même hauteur que les années précédentes, à 500 € près pour certaines. Pour d'autres, c'est sûr que c'est un peu plus important parce qu'elles ne rentraient pas, en tout cas dans le cadre des objectifs de CAP 25. Et puis, au niveau donc, des arts vivants, on s'aperçoit aussi une chose, et j'ai pu m'exprimer là-dessus en commission, c'est que certaines structures, dans le cadre de la création, n'ont pas forcément non plus des créations d'une année sur l'autre. Donc certaines ont disparu, on va dire, des radars sur l'année 2016, d'un point de vue départemental, parce qu'elles ont créé les années précédentes, et là, elles sont en plus en diffusion sur les territoires, mais qu'on retrouvera peut-être en 17 ou en 18, puisqu'elles reviendront dans le cadre de cette entrée au niveau des arts vivants sur la création. Enfin voilà, moi, les réponses que je peux vous apporter en ce qui concerne les différentes questions que vous avez pu poser. Madame Le Mercier. Je vous remercie, mais ce n'était pas ma question. Ma question, c'est quand vous allez regarder, de point de vue technique, les budgets des associations, est-ce qu'une association dont le budget global aurait baissé, mais pas du fait de CAP 25, est-ce que vous vous ajusterez, vous, sur les autres financeurs pour baisser la subvention? Elle est là, ma question. Je ne dois pas la comprendre. Est-ce que vous pouvez la réexprimer autrement? Parce que là, je ne la comprends pas du tout. Vous m'avez posé une question sur l'évolution des budgets. Donc, oui, parce que vous dites que vous allez regarder l'évolution des budgets sur plusieurs années des associations. Donc, il y a des associations dont les subventions baissent, par exemple dans le cadre du contrat de ville. Pas conseil départemental, ailleurs. Du coup, son budget global baisse considérablement d'une année sur l'autre.
Donc, elle va parfois retrouver un petit peu de la respiration en répondant à des appels d'offres, mais son budget ne va pas évoluer d'une année sur l'autre, va même parfois diminuer, mais pas du fait du conseil départemental. Donc, est-ce que vous alignerez sur les autres financeurs en disant, ce que font parfois des financeurs, hein, un tel a baissé, je vais baisser aussi au même degré, ou si vous serez juste attentif au projet, qui rentrera bien dans le projet de CAP 25. Voilà. Je pense l'avoir dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on traitera vraiment aussi au cas par cas par rapport à certaines structures, qu'elles soient sportives, culturelles, de lecture, suivant les projets qu'elles portent. Et si elles rentrent effectivement dans le cadre du projet CAP 25 et qu'elles apportent vraiment un intérêt à vocation départementale sur ce qu'on souhaite bien sûr porter, il n'y a pas de raison qu'il y ait des baisses si drastiques que cela. Mais par contre, peut-être que certaines auront des diminutions plus importantes et d'autres, peut-être des augmentations, puisqu'il y a des structures aussi qu'on a pu accompagner davantage par rapport à ce qui existait jusqu'à maintenant, parce qu'elles avaient un intérêt départemental plus important. Donc, je pensais que vous parliez des budgets globaux, moi, au démarrage. C'est vrai que votre question, c'était des budgets, donc je ne savais pas trop si c'était de l'association. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que une règle aussi qu'on s'est fixée, c'est que nous devons être plusieurs collectivités à accompagner le projet. Ville, communauté de communes, région, département, etc. Mais ce qui a toujours existé, mais ça, c'est vrai qu'on est très attentif, puisqu'il y a certaines structures qui parfois nous sollicitent, où nous sommes le seul à être sollicité. Donc là, on regarde vraiment, mais ça existait effectivement de par le passé, mais on est vraiment attentif à cela. Mais ce n'est pas parce que dans le cadre du contrat de ville, ça diminuera que le département diminuera de fait. Ce n'est pas acté comme ça, ce n'est pas écrit dans le marbre comme ça. On regarde vraiment au cas par cas. Ce qui ne veut pas dire non plus que nous allons nous suppléer à un manquement d'une autre collectivité. Je pense qu'il faut qu'on soit bien clair aussi, que l'interprétation soit bien faite dans ce sens. Hein. Mais sur la mutualisation des moyens, je crois que toutes les collectivités, il y a ici des maires, des présidents de PCI, des collègues qui siègent dans d'autres collectivités. Les projets, ils vont vraiment être... C'est des vrais choix qu'on va être obligés de faire parce que les difficultés qui sont ici les nôtres, elles sont dans d'autres collectivités aussi, que ce soit les communes et les EPCI, même si les dotations ont un petit peu moins baissé dans ce cadre-là. Mais ça sera vraiment du partenariat. C'est ce que nous souhaitons faire dans ce CAP 25. Qu'est-ce qu'on décide, comment on le décide ensemble, si vous voulez, avec des critères qui peuvent être amendés par rapport, je le vois, les deux réunions que nous avons déjà faites pour CAP 25, on évoque aussi tout cela. Quelles sont les priorités sur tel ou tel territoire? Vers quelle manifestation la plus propice vous souhaitez aller? Donc c'est l'échange entre le monde associatif, les élus, les différentes strates de collectivités qui nous permettra de vraiment avoir un champ intelligent, si vous voulez, pour soutenir les projets que nous devons soutenir ensemble. Alors, c'est vrai que ce n'est plus tout à fait comme avant, mais ce sont les contraintes budgétaires aussi, puis les différents critères qui ont été dévolus et annoncés par CAP 25. Rémi. Oui, juste un petit point, donc, pour dire qu'en fait, il y a peu de changements, donc ça me rassure. Simplement, le fait qu'on travaille avec les 3 enjeux, réussite éducative, attractivité des territoires, et puis inclusion sociale, me convient, pourquoi pas, mais il ne faut pas que ça soit le seul critère, parce qu'il faut bien penser que nos associations ont aussi un énorme besoin pour faire fonctionner leurs activités au quotidien. On l'évoquait tout à l'heure avec des charges nouvelles, mais également avec des charges récurrentes. On pense aujourd'hui au coût des déplacements et toutes ces choses. Donc il faut bien que la partie sur ces 3 enjeux ne soit pas la plus grosse partie. Puis il y a un tout petit point qui me gêne, c'est que ce sont les mêmes critères aujourd'hui que ceux du CNDS. Donc est-ce qu'il faut faire la même chose les 2 fois? Ça présenterait peut-être un avantage, ça veut dire qu'on ne ferait plus qu'un dossier pour les 2. Ça serait peut-être pas mal, mais on avait peut-être une particularité, essayons de la garder. Un point également sur les associations d'éducation populaire, travailler en mode projet, on avait essayé.
il nous avait alerté justement en disant « Attention, on a d'énormes frais de structure, d'énormes frais de fonctionnement. Ne nous demandez pas d'être sur des projets nouveaux parce qu'il faut qu'on continue à faire avancer ce qui existe. » Et puis un dernier point qui concerne l'événementiel sportif, j'applaudis des deux mains. Oui, juste pour terminer par rapport à cela, c'est vrai qu'il y avait besoin aussi d'avoir une vraie transparence sur le schéma d'analyse. Qu'on soit sur la partie lecture, sport, culturel, il fallait qu'on ait une lecture commune. Donc c'est ce qu'on a essayé en tout cas de mettre en page. Et bon, c'est assez visuel, hein, vous avez pu le voir dans le cadre du rapport, c'est assez visuel, avec une partie purement d'instruction générale, une partie plus technique en fonction du domaine dans lequel on se trouve. Donc, pendant que tu t'exprimais, Rémi, moi j'ai pu aussi noter quelques éléments. Il faut qu'on fasse aussi attention que la collectivité départementale n'intervienne pas uniquement sur le fonctionnement. Il faut qu'on fasse attention à cela, hein, tu sais de quoi je veux parler, il faut qu'on fasse très attention à ça. Ensuite, la notion de projet prend tout son sens par rapport aussi, dans le cas d'une adéquation, hein, une cohésion par rapport à CAP 25. On ne demande pas à ce qu'il y ait des projets supplémentaires. Ce n'est pas forcément cela, mais qu'il y ait une clarification par rapport aux projets qui portent déjà, qui rentrent dans le cadre de CAP 25, ou dès qu'ils ne portent pas, mais qui voudraient porter pour rentrer effectivement dans le cadre 25. J'ai en tête comme ça une structure d'éducation populaire, très connue sur le territoire, et on participe en fin de compte à on ne sait pas quoi. Parce qu'on apporte un accompagnement qui rentre dans cette masse globale de fonctionnement de la structure, et on ne sait pas trop, nous, à quoi on participe. Donc c'est pour ça, je pense que cette structure, je ne vais pas la nommer, mais on va lui demander d'avoir vraiment un décompte analytique. Non mais voilà, tu sais de quel je parle. Non mais pour avoir des comptes vraiment analytiques de la structure, pour dire là, on interviendra avec vous sur ce volet-là, et pas forcément sur la partie fonctionnement. Mais ça, c'est des choses vraiment qu'on a travaillé avec eux, et on va clarifier les choses, tout simplement. Hein, ça va, voilà. Mais c'est vraiment pour avoir une vraie transparence dans le schéma d'analyse et dans le fonctionnement. Je pense que nous avons eu un bel échange, en tout cas, sur ce domaine. Il nous est très cher à tous, et je crois que ça fait partie aussi de l'animation de nos territoires, et puis la possibilité pour les uns et les autres de se retrouver dans ce monde associatif. Moyennant les explications des uns et des autres et les échanges, nous pouvons passer au vote. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, mais écoutez, moi je pense que c'est vraiment important que sur des sujets tels que celui-ci, nous arrivions à nous retrouver en partageant chacun avec les convictions qui sont les nôtres, mais tout cela pour l'intérêt général. Et je suis persuadée que le rapport suivant ne devrait pas poser plus de difficultés que celui-ci, même s'il est plus nouveau, différent, avec une appréhension, c'est un nouvel outil. Donc voilà quelque chose de nouveau par rapport à CAP 25, donc la création de cette agence départementale. Alors je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour pouvoir laisser le temps au débat si besoin était. Je ne reprendrai pas tous les termes du rapport, bien entendu, mais simplement vous dire que la particularité, en tout cas pour CAP 25 et la dénomination forte, était de travailler avec le bloc communal comme interlocuteur privilégié. Pourquoi? Parce que le département gardait le contour qui était le sien, avec de la lisibilité sur 6 ans, alors même que les périmètres des EPCI changeaient et que, suite à la loi NOTRe, les compétences, soit elles étaient transférées, soit les chefs de file étaient identifiés différemment. Au vu de tout cela, très rapidement, donc, nous avons fait des réunions avec le bloc communal. Donc, bloc communal, hein, vous l'avez compris, commune et EPCI, hein, c'est ce qui fait partie du bloc communal. Nous nous sommes bien entendu attachés, comme nous prévoyait la loi, donc à être garant des solidarités humaines et territoriales, et puis privilégier donc cette démarche pour ne pas laisser le désert et la difficulté à compter du 1er janvier 2017.
Alors pourquoi je vous dis cela? Simplement, il faut rappeler ici, pour certains d'entre vous, vous le savez, pour d'autres peut-être un peu moins, que le département a apporté pendant des années gratuitement une offre de services particulièrement riche, inédite dans certains domaines, en tout cas aux collectivités. Je pense notamment à l'informatisation des communes. C'était un projet à l'époque, je peux presque dire, un peu révolutionnaire dans son fonctionnement, qui a été mis en place et qui a perduré jusqu'au 1er janvier 2017. Vous savez que je parle bien sûr de l'informatisation des communes, et vous savez que même là, nous ne devrions plus être en capacité de l'appliquer, puisque la loi ne nous le permet plus. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y avait aussi tous les services qui étaient apportés au niveau juridique, au niveau de la gestion locale, au niveau de l'eau, de l'assainissement, enfin, toutes les compétences des communes et des communautés de communes. Il y avait en parallèle à ça l'ensemble de nos satellites, je pense à Développement 25, je pense au CAUE, je pense à l'ADIL, je pense à toutes les agences qui, peu ou prou, demain, n'auront plus tout à fait la même légitimité, pour certaines n'existeront plus. À partir de là, la question était de se poser, que faisons-nous? Est-ce que nous laissons les communes et les EPCI dans la difficulté qui allait être la leur, ou nous essayons de travailler avec les uns et les autres pour mettre en place un outil d'ingénierie qui corresponde à la demande et qui pallie très rapidement, dès le 1er janvier 2017, à un vide. Donc nous nous sommes rencontrés et très rapidement, là aussi, les uns ou les autres ont souhaité que nous puissions échanger sur un pacte de base. Ont été associés à ces discussions pour la création de cette agence, donc le bloc communal, les EPCI, les membres du département, les représentants de la CAGB et de PMA, même si dans un premier temps, vous pourriez me dire, mais quel était l'intérêt de les associer? L'intérêt, il était très simplement de se dire que nous sommes sur l'équité du territoire, nous sommes sur un outil départemental et nous ne pouvions pas, me semble-t-il, exclure PMA et la CAGB. On nous parle tout le temps de solidarité territoriale, chacun devant faire preuve de la solidarité qui devait être la sienne. Je vous avouerai que nous avons eu des échanges constructifs, un peu difficiles quelquefois, mais après 3 réunions, et je parle sous contrôle de ceux qui ont participé, donc des membres de cette assemblée, mais qui représentaient aussi d'autres collectivités, nous avons, me semble-t-il, abouti à la construction d'un bel outil qui sera demain, je pense, une référence, en tout cas dans le département du Doubs. Ayons bien à l'esprit qu'il n'y avait aucun caractère obligatoire et que nous n'étions plus en capacité, de par la loi, d'exercer des compétences gratuites. À partir de là, comme je vous l'avais indiqué lors d'une précédente réunion, donc nous avions sollicité un cabinet pour nous donner la meilleure définition de l'offre juridique et de la structure. Vous l'aurez compris dans le rapport, nous nous sommes tournés vers une agence départementale qui est la meilleure structure pour répondre à la demande, en tout cas de façon le plus rapidement possible, puisque nous sommes aujourd'hui fin septembre et que le 1er janvier 2017, cette agence doit être en capacité donc de pouvoir répondre aux services et à la demande des collectivités. Vous avez donc dans votre rapport la forme juridique que je viens de vous évoquer. Vous avez les statuts et la gouvernance qui vous est proposée, avec un collège donc issu du département, un collège représentant donc les communes et un collège représentant les EPCI. Ça, c'est pour l'Assemblée générale. Bien entendu, l'Assemblée générale peut être très importante puisque autant d'adhérents, autant de membres à l'Assemblée générale.
Ensuite, ce qui est proposé, c'est un collège, un conseil d'administration avec 20 membres, 10 représentants de la collectivité, donc conseil départemental, 5 représentants des communes et 5 représentants des services. Ça, c'est pour la partie statut et gouvernance. Des EPCI, pardon, je vous ai dit des services, des EPCI, je vous prie de m'excuser. La présidence de l'agence reviendrait de plein droit donc à la présidente du département ou son représentant. Et puis, l'offre de base qui est définie, donc décidée par ce COPIL, mais qui doit être validée et peut-être enrichie ici par l'Assemblée départementale, puisque nous étions dans une entité qui n'était pas délibérante mais consultative et qui nous a permis d'avancer les différents éléments pour pouvoir répondre au plus juste aux collectivités. Donc nous sommes partis sur l'informatisation des communes avec la dématérialisation parce que très rapidement les textes nous en donneront l'obligation, et puis le service juridique qui était demandé, qui jusque-là était donc apporté par le département, il ne peut plus y être de façon gratuite et comme ça se faisait antérieurement, donc nous proposions de le mettre dans le pack de base. Tout cela a reçu l'assentiment quasi unanime des communes et des communautés de communes, avec un petit bémol pour les communautés d'agglomération qui, à ce jour, sont, me semble-t-il, si la réponse est bonne, Gilles, elle date de tout début d'après-midi, avant l'ouverture de la séance, sont d'accord de rentrer dans le schéma avec nous, en tout cas pour la CAGB. J'attends d'ici, j'espère, la fin de mon exposé, la réponse de PMA. En tout cas pour la CAGB qui avait posé bon nombre de questions parce qu'elle-même avait créé un outil mais qui n'était pas du tout de la même portée que celui qui est porté par le département, puisque l'informatisation des communes, bien entendu, personne ne s'y était préparé. Je crois que même les communes et même les EPCI, à un moment donné, ne se sont pas rendus compte de l'urgence de la transition pour apporter la continuité du service public. Donc là étaient les premiers débats et la première discussion, avec bien entendu une proposition ce jour de créer cette agence, donc d'une part pour répondre à la volonté du département de rester la collectivité de proximité qui permet la continuité d'un service public. J'insiste là-dessus parce que c'est bien là le rôle que le département doit jouer. D'abord parce que nous avons aussi les personnels nécessaires pour remplir cette mission très rapidement. Nous en avons les licences, nous en avons les logiciels et nous avons la possibilité aussi de continuer la formation qui a été dispensée au sein des différentes collectivités, que ce soit les syndicats, les communes et les EPCI. À partir de là, donc, il nous faut trouver un modèle économique, puisque l'agence, vous l'aurez comprise, elle sera créée et la participation reviendra aux membres qui vont adhérer. Donc, ce qui est proposé, c'est de mettre participation du département, comme vous l'avez vu dans votre rapport. Donc, nous souhaitons abonder cette agence à hauteur de 50% de son budget de fonctionnement. Vous avez le budget en détail dans votre rapport en page 7. On reviendra sur les chiffres si vous le souhaitez. Avec une participation exceptionnelle donc sur la partie gestion de l'agence, donc direction plus secrétaire comptable la première année, de l'ordre de 50% de cette première ligne du budget, donc ce qui ramènerait le budget global à se partager à 840 000 €, dont nous pourrions participer à hauteur de 50%. Cet engagement serait sous forme, vous l'aurez compris, de subvention, et nous payerions bien sûr une cotisation en tant que membre, puisque nous aussi, nous allons solliciter cette agence dès l'instant où elle sera créée pour nos propres demandes au niveau du département.
Ce que nous pourrions faire en plus, si vous en étiez d'accord, bien sûr, c'est ce que je vous propose ce soir, c'est une dotation initiale de départ à cette agence départementale, à savoir pour une valeur de 534 000 €, donc laisser les licences informatiques Berger-Levrault donc pour 474 000 €, les 3 véhicules pour 40 000 € et puis le matériel bureautique et post-informatique, 20 000 €. C'est pour le fonctionnement de tout cela. Je pense que nous pouvons, dans ce cadre-là, pour alléger aussi la charge de nos autres adhérents, participer avec cette dotation donc spécifique pour la mise en place la première année. Bien entendu, cette agence aura vocation à évoluer. On en a souvent parlé ici, non seulement par rapport aux transferts de compétences qui vont avoir lieu à partir du 1er janvier 2017, mais la réponse se fera, je pense, plus ou moins dans l'année, plutôt vers la deuxième partie de l'année, sachant que les EPCI vont prendre forme le 1er janvier 2017. Il va y avoir donc les élections, la refonte des statuts, etc. Et je pense que l'opérationnel viendra un petit peu plus tard dans la durée de l'année. Je vous ai donné donc les principaux éléments de l'engagement du département vis-à-vis de nos partenaires que sont les EPCI, les communes et bien entendu les syndicats qui pour l'instant ne sont pas encore dissous, donc vont sûrement venir nous rejoindre aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Bon, les prochaines étapes à venir, c'est dans le rapport, donc je pense que par rapport à cela, nous pourrons échanger. C'est vraiment, vous l'aurez compris, un point fort de notre CAP 25. C'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose que nous voulons consacrer pleinement et qui doit bien sûr être amendé au fil de l'eau avec, bien entendu, le conseil d'administration et les membres de l'Assemblée générale par rapport aux différentes compétences qui pourront être prises demain, ce qui entraînera, bien entendu, une nouvelle participation du département vis-à-vis de nos satellites. Pour certains, on ne peut plus y participer et pour d'autres, il y a là aussi l'esprit d'une mutualisation avec ce qui existe déjà par rapport à nos satellites, le produit de base qui est proposé aux communes et bien entendu la définition que nous ferons demain de l'économie, non plus en chef de file, mais notre participation sur le territoire. J'ai sans doute été trop longue déjà par rapport à la présentation, mais vous avez lu et relu ce rapport, il vous a été expliqué à plusieurs reprises au niveau du COPIL, vous avez échangé au cours de la commission et vous avez bien sûr en annexe le projet de statut de l'agence départementale. Comme je vous l'ai dit dans les propos liminaires, l'agence a un nom, la date, très simple, hein, Agence départementale d'appui au territoire, avec le A symbolique du numérique pour la vision donc, de demain. Voilà, très rapidement brosser l'essentiel. Bien entendu, nous pouvons échanger maintenant par rapport à des éléments qui sont dans votre rapport, mais que je n'aurais pas évoqués. Je voudrais saluer le travail remarquable des services et du comité de pilotage par rapport à ce dossier. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'interrogations, parce que certains simplement n'avaient pas compris que le département ne pouvait plus exercer certaines missions. Et pour certaines, je dois vous le dire, elles étaient bien avant la loi NOTRe, mais dès 2011. Et puis là, il y avait aussi eu le retrait, notamment de services qui étaient apportés par l'État à l'époque, qui n'étaient plus là. Je pense à la TESAT, en tout cas pour les plus petits dossiers, et je pense aussi au transfert de compétences par rapport au droit du sol qui devait être exercé donc, depuis déjà l'année passée pour les Comcom qui avaient plus de 10 000 habitants.
Donc, dès l'instant où vous étiez dans une Comcom de 10 000 habitants, ce qui était quand même cas courant sur l'ensemble du département, la commune donc devait s'inscrire aussi par rapport au droit du sol. Ça a été compliqué. Et là aussi, nous pourrons prendre la tâche des EPCI qui ont déjà des services pour qu'on continuons à mutualiser et rendre le meilleur service aux administrés, au territoire. Voilà. Qui veut prendre la parole par rapport à ça? Des interrogations, compléments d'informations, sachant que nous aurons vraiment demain des sujets, que ce soit l'eau, l'assainissement, les différents transferts de compétences, beaucoup d'éléments à évoquer entre nous. Alors, Rémi. Oui, un tout petit point sur la méthode utilisée. Donc, il y a eu une première réunion à laquelle donc, Gérard était présent et donc nous a rendu compte. Mais je regrette un tout petit peu que dès cette première réunion, les partenaires étaient associés. Ça aurait été bien que nous connaissions un peu le dossier à l'avance, tout simplement parce que, n'ayant pas eu l'occasion d'en échanger avec Gérard juste après, c'est les présidents de Comcom de mon secteur qui m'ont appris que ça existait. Donc, je n'étais pas très à l'aise avec ce genre de choses. Donc, sur la méthode, un tout petit point. Quelques interrogations sur le montant de la participation des agglos. Parce que qu'elles participent, c'est bien, mais on espère que ce sera au maxi. Parce que notre monde rural ne peut pas supporter de nouvelles dépenses importantes. On n'a absolument plus les moyens, mais ça tu le sais aussi bien que moi, c'est très très compliqué. Donc je me réjouis qu'il y ait une dotation pour la mise en place venant du département. Je souhaite simplement que, puisqu'il s'agit d'une subvention, qu'elle soit supérieure aux 50% de la part du département. Tu as dit effectivement que les gens avaient donné un accord unanime. Je l'entends, puisque de toute façon, ils n'ont pas le choix. Il faudra bien qu'ils passent par là. Hein, donc, on a toujours le choix. Oui, oui, certes. Certes, mais dans quelles conditions? Voilà, donc simplement ça. Et puis, finalement, il y avait, je crois, deux solutions. Soit c'était en fonction de la population, soit c'était en fonction du nombre de machines, enfin, de nombre de licences utilisées. Alors, est-ce qu'on peut me dire quelle est la méthode retenue? Et puis, voilà, mes questions. La dernière, donc je me réjouis qu'il s'appelle ADAP et pas ADED qu'on a connu par le passé. Vous imaginiez bien que nous ne voulions pas aller sur ce clin d'œil-là. Voilà, tout à fait. Gérard. Merci. Alors, si notre collectivité a connu des moments un peu difficiles, et on l'a vu dans les rapports qui ont été présentés ce matin, sortis d'un certain nombre d'organismes et autres, là, j'ai quand même, pour compléter ce que dit Rémi, l'impression que ce rapport est plutôt, on va dire, rafraîchissant. Il est plus conforme quand même aux missions de notre collectivité, il est de nature à construire et pour l'intérêt commun. Alors, la mise en place de cette agence départementale, comme vous avez su le rappeler, Madame la Présidente, positionne le département comme un partenaire privilégié pour accompagner les blocs communaux dans les changements profonds qui s'annoncent, on le sait, à partir de janvier 2017. Comme l'avait proposé, je dirais avec une grande prudence, lors de cette réunion du 24 août, cette agence, sous forme d'un EPA, proposera dans un premier temps un pacte de missions de base portant l'ingénierie et l'assistance informatique des communes et la délivrance de conseils juridiques. Ce qui est intéressant, et ce que je relève, c'est que son évolution à l'avenir sera en relation avec d'autres structures comme le CAUE, l'Agence foncière, la DIL et d'autres services. Et tout ça retient effectivement toute notre attention. Nous ne pouvons qu'approuver le lancement de cette agence. Cependant, je voudrais revenir, alors plus peut-être avec ma casquette de maire, sur cette réunion du 24 août et votre grande prudence obligée en face des EPCI. Il fallait distinguer dans le tour de table le dit, le mi-dit et le non-dit. Mais vous l'avez vu très très rapidement à votre performance. J'ai compris tout de suite que vous distinguiez effectivement et que vous saviez lire sur les lèvres, voire dans la pupille des yeux. Effectivement, chacun des représentants de PCI se retranchait avec une mise en place un peu tardive. Alors je voudrais quand même rappeler que
la loi MAPTAM, c'est vrai, mais après la loi NOTRe, elle est quand même du 7 août 2015 et non pas de 2013, comme je l'ai entendu à plusieurs reprises. Effectivement, quand on regarde ça autour de table, on pouvait être un peu songeur. La loi NOTRe, en fait, qu'on a souvent citée en fin de phrase comme une ponctuation, voire un soupir, un peu comme c'est la vie, pour terminer quand même une affirmation. C'est toujours très intéressant, puis en même c'est universel, ça va changer. Peut-être qu'on dit c'est la vie en Russie, de la même façon en français, on dira c'est la loi NOTRe, peut-être plus tard. Mais on a vu que cette loi NOTRe n'était pas un problème pour tout le monde finalement. Et j'ai cru comprendre, sauf à mal voir, moi dans la pupille, comme vous, Madame la Présidente, qu'un certain nombre de PCI et de leurs représentants avaient faim, immensément faim, et que cette loi NOTRe est une superbe opportunité pour laisser encore un peu moins d'existence à nos communes. Alors, mes vœux sont ceux-ci, c'est que comme le département est un interlocuteur privilégié, et je ne refuse pas l'intercommunalité, j'ai été un de ses premiers constructeurs dans la partie byzantine, mais je crois profondément à la commune et à son existence. Je le dis, je le crois profondément. Or, nous sommes, nous, notre collectivité, le dernier rempart. Car si on laisse réfléchir d'autres à notre place, bien évidemment, les communes sont très mal. Alors, le discours, vous savez, j'avais un instructeur à l'armée, il y a fort longtemps, qui me disait, quand tu veux sortir de la caserne, tu sors, non pas en avançant, mais en reculant, et on va croire que tu y rentres. Et là, je crois qu'on est dans une circonstance actuelle où beaucoup de discours nous font croire qu'on défend la commune. Ce n'est pas vrai. La commune n'est pas défendue. Tout le monde s'y met, même ceux qui sont maires et présidents. Ils chopent leur casquette de président et leur visière s'oriente à une hausse très haute. Alors voilà, c'est un vœu, c'est d'essayer de dire notre collectivité est là pour ça, est là pour défendre la commune. Ça ne veut pas dire de supprimer l'intercommunalité, hein. Je n'ai pas du tout ce discours-là, mais quand même, il y a des éléments qui peuvent être maintenus. Donc j'apprécie une fois de plus, rendez compte, la journée est vraiment formidable, une fois de plus j'apprécie cet acte et je soutiens effectivement cette agence départementale, comme l'essentiel et comme tous ceux de notre groupe. Merci Gérard. Je vois qu'en nous regardant furtivement lors du COPIL, nous étions sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas si j'ai scruté au fond de la pupille des uns et des autres, mais il y avait beaucoup d'expressions qui nous permettaient de nous dire en tout cas tel ou tel pour tel bloc, et nous n'étions pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Pour répondre en partie, et je ne répondrai pas surtout, Rémi, parce que d'abord, aujourd'hui, c'est le fait de constituer l'Assemblée départementale. Nous ne sommes pas aujourd'hui à nous dire quid de ci, de ça. Moi, ce que je vous propose, c'est de constituer l'agence départementale, puisque c'est de notre ressort. Ça, c'est le premier point de la délibération. Sur les 50%, nous sommes déjà au-delà de 50%, puisque le budget était de 930 000. Au départ, nous prenons déjà 50 000 € sur la première ligne. Nous allouons ensuite toute la partie, on aurait pu très bien refacturer l'ensemble des 534 000, donc nous sommes bien au-delà des 50% du département. Voilà, je crois que là, et puis, nous avons tout le personnel, en tout cas pour celui qui le souhaitera, qui bien entendu est compris dans cette manne budgétaire, mais qui nous permet à un moment donné d'avoir des gens pertinents, performants dès le premier instant. Donc sur le choix juridique, c'est là-dessus aussi que je crois que tu m'as interrogé. Voilà, sur la population, donc il y aura bien entendu il y aura un choix à faire qui se fera bien entendu une fois l'agence constituée. Nous sommes partis sur une population, puisque nous voulions inclure donc les agences sur les agglos, sur une participation pondérée à un moment donné et sur une population donc de l'ordre de 700
750 000 750 000 de population pour faire la maille, sachant que la participation, je dis bien la participation, je ne sais pas si je peux le dire ici. Voilà, ça sera décidé, mais ce qui a été proposé, c'est pour rassurer un petit peu les communes aussi, puisque nous avons décidé, bien entendu, de poursuivre dès l'instant où l'agence sera créée, la discussion entre les membres qui sont issus de cette assemblée et le COPIL qui sera là en voie consultative, puisqu'ils ne sont pas élus encore dans l'agence qui prendra forme le 1er janvier 2017. Nous étions sur une base de 0,6 par habitant. Donc, vous voyez, on est loin des prestations que chacun pourrait avoir si chacun y allait seul par rapport à sa structure. Rien que le fait de négocier ou de ne pas négocier justement pour une commune avec les prestataires, le coût serait exorbitant et pas du tout supportable. Je dois dire que pour les 0,6, les communes ont été plutôt soulagées du coût que ça pourrait apporter parce que le service continue à être rendu. Est-ce que j'ai répondu globalement à tes questions, Rémi ? Bien entendu, charge à cette agence départementale et à son conseil d'administration ensuite de faire des propositions et d'aller au-delà du pacte de base parce que nous aurons tous besoin, quid des transferts de l'assainissement, quid de nombre de compétences, zones d'activité revenant au Comcom ou pas, enfin il y a beaucoup d'interrogations qui se posent et on doit vraiment être garant de ce qui va se passer sur nos territoires. Et pour rebondir sur les propos de Gérard Galliot, vous imaginez bien que la composition des 3 collèges n'est pas une chose anodine et les communes ont bien toute leur place au même titre et au même nombre que les communautés de communes. Il faut vraiment que nous puissions travailler en toute transparence et méthodologie avec les communes qui, tout comme toi Gérard, sont pour moi. Et je ne suis pas une anti-EPCI non plus, puisque j'en ai dirigé un quand même quelque temps, mais la commune reste quand même le socle de base de notre démocratie. En tout cas, cet outil, beaucoup en espèrent, je l'ai dit bien sûr que ça serait validé lors de notre assemblée de ce jour, mais apporte quand même beaucoup d'espoir par rapport aux différentes questions que se posaient les uns et les autres dans leur propre collectivité. Est-ce que nous pouvons passer au vote ? Alors, avant ceci, il faudra que nous désignions les membres donc, pour siéger dans cette agence. Donc, je vous propose 10 titulaires, 10 suppléants, ce qui avait été convenu dans le rapport. Donc, pour la majorité, votre serviteur, M. Alpi, M. Leroux, Mme Chavet, M. Gonon, M. Maire-du-Pozet, M. Vernier. Pour la minorité, Mme Duvernois, M. Galliot, M. Nappé. Et puis pour les suppléants donc retenus dans l'ordre de la présentation de la liste, donc M. Simon, Mme Cunostalder, M. Fagot, Mme Rochebeau, M. Guyon, Mme Lehir, M. Cagnon, et donc pour vous, M. Barbier-David, Mme Lemercier, Mme Nevers. Est-ce que nous devons, on peut procéder à main levée ou bulletin secret? Main levée, je pense que ça peut très bien. Alors, qui est opposé? Donc, on délibère sur l'ensemble du rapport plus la liste qui vous est présentée. Pas d'opposition, pas d'abstention. À l'unanimité, je vous en remercie. Et là, nous aurons vraiment un bel outil. Et comme je vous l'ai dit en début de séance, tous avec l'expérience, notre propre expérience, essayons d'enrichir au maximum pour rendre le plus de services efficaces sur nos territoires. Nous passons au rapport suivant. Alors, Philippe.
Oui, Madame la Présidente, élaboration du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public. Alors, c'est l'article 98 de la loi NOTRe dispose que sur le territoire de chaque département, l'État et le département élaborent conjointement un schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public. Et le département est maître d'ouvrage, bien sûr avec le soutien de l'État au titre du FNADT qui interviendra au maximum à hauteur de 40 000 €. Et pour cela, nous abonderons à hauteur, nous, de 30 000 € pour finaliser l'enveloppe. Quel est l'objet? C'est tout d'abord à vérifier que sur l'ensemble du territoire, il est rendu accessible à l'ensemble de nos concitoyens tous les services qu'il fait bon vivre sur nos territoires. On vérifiera les temps et la facilité d'accès, les disponibilités des services, le coût du service, le niveau du service, la possibilité de choix pour l'usager, l'information sur le service. C'est un ensemble de démarches qui seront partagées avec, bien sûr, les services de l'État, les services du département, mais aussi les EPCI dans la proximité sur les territoires. On vérifiera bien sûr l'offre de services en matière de santé, les maisons de services au public, le déploiement du très haut débit, mais aussi bien sûr l'ensemble des services qui sont les commerces et tout service. Voilà rapidement brossé la démarche. Le démarrage a été célébré par une réunion ici même sous la présidence de Madame la Présidente avec Monsieur le Préfet. Et bien sûr, un comité de pilotage est en place pour vous proposer un schéma d'accessibilité opposable, valable 6 ans, et qui sera, on l'espère, le plus rapidement opérationnel. Vous avez ici dans le rapport une prise de connaissance, je dirais, des dispositions, et puis bien sûr les modes de financement, et permettre à la Présidente de s'engager pour la part non subventionnée par l'État au titre du FNADT. Voilà, Madame la Présidente, rapidement présentée. Merci Philippe. Je ne vois pas de demande de prise de parole, mais je voudrais souligner encore une fois l'importance de ce lieu de ce COPIL, où il faut que vous soyez très nombreux à participer parce que nous sommes vraiment sur une définition donc des moyens dont nous aurons besoin sur nos territoires. Et on a évoqué lors du premier COPIL des sujets qui n'étaient pas du tout imaginés dans des schémas, j'ai envie de vous dire, classiques. C'est justement là où il faut qu'on soit très pertinent. Un commerce, un kiné, au-delà des maisons de santé, au-delà du bureau de poste, au-delà de tout ça, ça peut avoir un impact considérable sur le territoire. Donc faites bien remonter, si vous ne pouvez participer ou si vous n'êtes pas membre, l'ensemble des éléments de vos territoires, parce que l'équité du territoire, elle passe par la diversité de nos territoires. Et la complémentarité doit faire que, quel que soit l'endroit où nous nous trouvions dans le département du Doubs, nous puissions avoir ce qu'il nous faut à l'endroit où il le faut. Et là, vraiment, j'attire votre attention parce que c'est un projet qui va déboucher l'année prochaine et qui va engranger, vous l'aurez compris, les démarches de subvention, les réalisations sur les territoires. Avec les nouveaux périmètres, l'impact est très, très important. On peut passer au vote. Donc, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je n'en vois pas. Ce rapport fait belle unanimité. Merci. Merci Madame la Présidente. Le rapport 605, représentation dans différents organismes et commissions extérieures. Il est demandé à l'Assemblée de désigner un membre titulaire et un membre suppléant au Comité national de suivi du FSE, Fonds social européen. Et il est porté également à la connaissance de l'Assemblée que Madame Jacquemet a été désignée présidente de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées dans le Doubs.
et que l'association Bourgogne-Franche-Comté Tourisme a fusionné avec le comité régional du tourisme de Franche-Comté et l'association Bourgogne Tourisme, dont le siège social se trouve à Dijon, 5 avenue Garibaldi. Les représentants ne changent pas. Voilà l'objet de cette délibération. Madame Jacquemet, le nom, je vous laisse le soin de l'annoncer. Oui, pardon, non, mais comme tu nous dis, le représentant ne change pas. Donc, il s'agit de désigner donc, au sein du Comité national de suivi du Fonds social européen, donc en titulaire, je vous propose Madame Jacquemet, et en suppléant, donc Monsieur Schnobelen, chargé de mission FSE au département du Doubs. Souhaitez-vous un vote à bulletin secret ou pouvons-nous l'effectuer à main levée? Je ne vois pas d'opposition. Alors, donc, concernant ce rapport, donc pour le rapport 605, avec la désignation donc, des 2 membres que je viens de vous proposer, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. À l'unanimité, je vous en remercie. Alors, le rapport suivant. Rapport 606, adhésion du département à GE Bourgogne. Donc, il est proposé à l'Assemblée d'adhérer à ce dispositif. Ce n'est pas une structure juridique à part entière et ça n'entraîne aucune adhésion financière. Et donc, ça nous permet simplement d'accéder à un certain nombre de données indispensable au fonctionnement des services. Donc voilà, délibération de l'Assemblée d'adhésion à GE Bourgogne. Passons au vote. Oui. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Donc, à l'unanimité. Rapport 607. Compte rendu de l'exercice des délégations de compétences consenties à Madame la Présidente du Conseil départemental. Il vous est demandé de vous prononcer sur, de prendre acte des informations relatives à l'ensemble des affaires pour lesquelles une action en justice a été engagée ou clôturée depuis la séance du 27 juin 2016. Les marchés avenants réalisés depuis la séance du même Conseil le 27 juin et aux opérations financières relatives aux emprunts et à la ligne de trésorerie réalisée depuis la séance du 27 juin 2016. Donc là, il n'y a pas de vote sur ce rapport. On prend acte, il n'y a pas de demande de complément. On passe au suivant. Rapport 608 concernant les exonérations en matière de taxes foncières, CVAE, droits de mutation et taxes d'aménagement. Donc tous les ans, nous avons à nous prononcer sur un certain nombre d'exonérations facultatives proposées par le législateur et de constater également les exonérations de plein droit qui existent en la matière. Alors en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, tout d'abord, nous avons mis dans le rapport un certain nombre de chiffres qui démontrent l'importance des exonérations pour le département, puisque pour l'année, par exemple, 2015, l'exonération obligatoire, entre guillemets, sur la taxe foncière était de 8 700 000 €, et en 2016, les exonérations sont passées à plus de 10 millions d'euros. Et les explications que nous pouvons vous donner, c'est bien sûr une hausse des bases exonérées et d'autre part la baisse des compensations consenties par l'État. Les nouvelles exonérations en matière de taxes foncières pour 2007, il y en a effectivement prévu dans la loi de finances, mais elles ne peuvent s'appliquer puisqu'aucun local dans le département du Doubs n'est concerné par ces exonérations. Donc, simplement, vous en prenez acte sans plus. Nous pouvions prendre des délibérations refusant un certain nombre d'exonérations de droits existantes. Ces exonérations, nous vous proposons de les maintenir en ne nous opposant pas aux 3 exonérations listées dans le rapport, et donc, par conséquent, de les maintenir.
Sur les exonérations facultatives existantes, toujours en matière de taxes foncières, nous vous proposons aucun changement en la matière, c'est-à-dire de maintenir les exonérations facultatives existantes. Par contre, pour les nouvelles exonérations introduites dans la loi de finances 2016 au nombre de 4, il vous est proposé une décision négative concernant l'exonération pour la recherche, les exonérations en faveur du logement, les exonérations en faveur des maisons de santé. Nous vous proposons de ne pas accorder de nouvelles exonérations facultatives en raison de notre méconnaissance totale des bases, c'est-à-dire que pour l'année 2016, nous allons recevoir en fin d'année ou en début d'année 2007 les montants des exonérations et à ce moment-là, en fonction des chiffres que nous aurons, nous vous proposerons ou pas de procéder à un nouveau vote concernant ces exonérations. Voilà pour la taxe foncière. Sur la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises, nous vous proposons de, bien sûr, maintenir les 2 exonérations de droit existantes actuellement, en vous précisant qu'à l'occasion du transfert de la CVAE à la région, bien entendu, le montant des exonérations sera proportionnel à la part de CVAE que nous transférerons à la région. En matière de droit de mutation à titre onéreux, nous ne proposons aucune modification du dispositif, c'est-à-dire de maintenir les exonérations existantes. Et concernant la taxe d'aménagement, les exonérations facultatives existantes, nous vous proposons de les conserver. Par contre, pour les 2 nouvelles la nouvelle exonération introduite par la loi de finances 2016, nous vous proposons de ne pas retenir cette nouvelle exonération en faveur toujours des maisons de santé. Donc le texte du projet de délibération reprend l'ensemble de ces dispositions rapidement listées. Oui, merci Madame la Présidente. Vous proposez de reconduire les exonérations existantes, mais de ne pas retenir les nouvelles introduites par la loi de finances. Dans un département où certains secteurs ruraux sont en désertification médicale et où plusieurs secteurs le seront bientôt, nous vous demandons d'accepter l'exonération de taxes foncières sur le bâti et de taxes d'aménagement pour les maisons de santé. Et d'ailleurs, il me semble que c'est en cohérence avec le rapport 403. Et par ailleurs, est-il possible de disposer de l'annexe 2, c'est-à-dire la liste des maisons de santé sur le département qui n'était pas jointe au rapport, sauf erreur de ma part? Ce débat, nous l'avons eu en commission, effectivement. Donc, je pense que publier la liste des maisons de santé ne devrait pas poser de problème. Par contre, moi, je reste sur cette position de principe que nous vous avons exposée à la fois en commission puis maintenant en assemblée, c'est-à-dire que les services fiscaux ne sont pas dans la capacité actuelle de nous indiquer le montant des exonérations que cela représente pour le département du Doubs. Alors, je pense que pour une année, l'année 2016, je pense que par précaution, nous allons maintenir cette demande en cours. Et puis l'année 2017, on s'engage à revoir devant vous cette position. Si on s'aperçoit d'abord que ce sont effectivement des exonérations très résiduelles, ça, je pense que ça posera aucun problème. Mais je pense que par précaution, il faut que nous attendions la communication des services fiscaux pour savoir exactement à quoi nous nous engageons. Oui, juste un petit mot, Madame la Présidente, pour vous dire combien, pour l'avoir vécu, il est difficile de créer une maison médicale en milieu rural. Et je dirais même peut-être en milieu très rural, où les professions libérales de santé n'ont pas du tout la même approche qu'en ville. En territoire rural, ils savent qu'on a besoin d'eux. Et donc, il nous faut faire des aménagements financiers. Et il me semble que continuer à les exonérer serait une bonne chose pour nous aider, nous, dans nos projets. Vous l'avez compris, ce n'est pas une réponse négative pour la durée. Il s'agit simplement d'avoir un minimum d'informations
concernant une exonération. Je crois que ça ne serait pas responsable de valider sans montant financier par rapport au budget contraint que sont les nôtres. Et je sais ce que Danielle Nevers veut dire quand elle parle de ces maisons de santé dans le milieu rural. C'est une décision qui n'a pas été faite par l'une ou l'autre des secteurs géographiques, mais globalement sur le non-retour des services. Nous avons besoin d'avoir des chiffres pour faire des exonérations, ce n'est pas possible autrement. Donc nous restons sur la position qui a été tenue en commission. Moyennant ces remarques, nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? À la majorité. Ce vote-là que je voulais demander la parole. Eh bien, je vous la donne bien volontiers. Merci. Oui, Madame la Présidente, nous avons à nouveau beaucoup parlé de la loi NOTRe, ce qui est normal. Permettez-moi, avant de passer à la commission permanente, de revenir une seconde sur la réponse que vous m'avez faite concernant la participation financière du département au syndicat mixte de l'aérodrome en 2017. Vous m'avez dit que je n'avais pas les bonnes informations. Mais si je m'en tiens à celles que je trouve dans les documents de ce Conseil, on ne parle que de retrait obligatoire du département. Donc c'est également ce qui est écrit dans votre courrier adressé à la région et signé conjointement avec Monsieur le Président de PMA. Je voudrais donc savoir si votre réponse de ce matin est une affirmation, c'est ce qui m'a un peu troublée, ou un souhait de continuer à participer au syndicat mixte de Montbéliard ou de l'Avez, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et une réponse positive signifierait qu'on peut également revenir sur les autres pertes de compétences dictées par la loi NOTRe. Dans votre question, dans le rapport, il a bien été stipulé que nous devions, de par les textes, sortir de ces syndicats. Nous avons beaucoup échangé avec les deux présidents, aussi bien de Corcelles que de l'Avez, puisqu'il s'agit des deux aérodromes de notre département. Nous avons signé conjointement un courrier avec PMA et nous allons signer avec la CAGB en direction de la région parce que nous pensons sincèrement que la région doit prendre sa part comme elle le fait dans les autres aérodromes. Ça s'appelle Région Bourgogne-Franche-Comté. Pour ma part, en tout cas, je vous le dis comme je le pense, le département du Doubs fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté et je ne vois pas pourquoi nous n'avons pas la même considération. C'est bien pour ça, et vous l'aurez vu, au-delà de nos clivages, nous adressons un courrier dans ce sens à Madame la Présidente de la région. Alors, si dans le rapport qui a été établi, vous savez, le cheminement de nos rapports, il y a marqué le caractère obligatoire, pour 2017, si nous n'avons pas encore abouti, nous avons la possibilité pour 2017 d'abonder encore. Donc ce n'est pas définitif. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà. Nous sommes toujours dans les transactions entre la région et les différentes collectivités pour nous permettre de ne pas mettre en difficulté les structures. Et je vous le dis avec un petit sourire quand même, je pense que le département assure largement sa part dans toutes ces participations et ces non-retraits qui auraient pu être faits de façon beaucoup plus violente que par rapport à d'autres départements. Mais nous voulons que ces structures puissent retrouver un équilibre et que chacun puisse s'asseoir par rapport aux nouvelles bases de demain. Je crois que nous sommes au terme de notre assemblée, si je n'ai pas oublié de rapport. Oh, l'émotion. C'est l'émotion qui m'en fait perdre l'émotion. Voilà. Alors, donc, nous avons deux motions de déposer. Donc, la première, il s'agit donc de la motion de soutien aux salariés d'Alstom qui est présentée par l'ensemble des conseillers départementaux du Doubs. Donc, je vous la lis. Les élus du conseil départemental du Doubs, réunis le 26 septembre 2016 en assemblée plénière,
condamne la décision de supprimer brutalement 400 emplois sur le site historique Alstom de Belfort. Cette décision incompréhensible pénalise l'ensemble de l'aire urbaine Belfort-Montbéliard, familles, sous-traitants, secteur tertiaire. Les élus départementaux expriment leur profonde solidarité et leur soutien aux salariés d'Alstom. Ils s'engagent à tout mettre en œuvre afin de garantir l'avenir des sites de Belfort et d'Ornans, des savoir-faire et des emplois industriels sur l'ensemble du Doubs et de la Bourgogne-Franche-Comté. Cette mobilisation devra réunir l'ensemble des acteurs institutionnels pour soutenir l'activité et l'emploi tout en assurant la pérennité de la production. Ils appellent solennellement l'État à tenir ses engagements de maintenir Alstom à Belfort. Je pense que nous sommes fidèles aux allers-retours que nous avons pu avoir entre les deux groupes et que nous pouvons voter à l'unanimité cette motion. Vous avez compris que ma présence dès le lundi auprès de la direction d'Alstom et des syndicats était bien en fonction d'Alstom dans sa globalité, puisque nous avons aussi à Ornans une structure, et quand on fait moins de locaux quelque part, on fait moins de moteurs à un endroit, moins de bogies à un autre endroit. Donc moi je raisonne vraiment territoire Franche-Comté, mais plus particulièrement territoire du Doubs et du département, sachant que ce pays Nord-Franche-Comté inclut une bonne partie du département, même si l'infrastructure est à Belfort. Voilà. Donc nous pouvons passer au vote. Pas d'abstention, pas d'opposition à l'unanimité. Je vous en remercie. Sur des sujets tels que ceux-ci, il est important que nous puissions être unis et avoir une véritable démarche. Et nous continuerons, chacun avec les moyens qui sont les nôtres, de poursuivre en tout cas. Je n'ai pas les résultats de ce qui s'est passé aujourd'hui encore. Je n'ai pas eu le temps de m'en inspirer et je ne sais pas si c'est terminé. En tout cas, si l'un d'entre vous avait d'ici la fin de la séance des informations, nous pourrions les communiquer en séance, bien entendu. Donc la deuxième motion, motion donc pour une offre de soins équilibrée dans le pays de Montbéliard présentée par l'ensemble des conseillers départementaux du Doubs. Là aussi, proposition de l'un et de l'autre, soutenue par l'ensemble de l'Assemblée départementale. Les élus du Conseil départemental du Doubs, réunis le 26 septembre en assemblée plénière, soutiennent l'implantation des 2 cliniques prévues sur le Nord-Franche-Comté, l'une sur le pays de Montbéliard, la seconde sur le territoire de Belfort. Aussi, ils expriment leur solidarité aux élus locaux mobilisés face au recours de la Fédération hospitalière contre l'autorisation d'ouverture accordée par l'Agence régionale de santé et rappellent leur engagement pour une offre de santé proportionnée aux besoins sur le Nord-Franche-Comté. Dans cet esprit, ils réaffirment leur appui à la mise en œuvre du projet médical tel qu'il avait été validé. Nous sommes d'accord aussi sur cette motion qui a aussi une grande importance par rapport au secteur de Montbéliard et aux incidences que ça peut emmener que de ne plus avoir qu'une clinique. Pas d'opposition, pas d'abstention, belle unanimité. Mais écoutez, je suis heureuse de la tenue de cette assemblée. Je crois que nous avons pu échanger sur différents sujets importants pour notre collectivité, même si nous avons dit que cette DM était petite par le montant. Je voudrais simplement rappeler 2 ou 3 points. L'inquiétude qui est la nôtre, donc, par rapport à la région, avec laquelle nous devons être très vigilants. Je souhaite vraiment que nous puissions aboutir aussi bien sur le domaine économique que sur le domaine du transfert de compétences des transports. Donc là aussi, j'espère que vous serez
à nos côtés. Il faut absolument que rapidement nous ayons des décisions cette fois-ci. Je sais que sur vos territoires, vous êtes inquiets. Dans les communes et dans les communautés de communes, nous avons beaucoup de remontées. Les habitants se posent beaucoup de questions par rapport au transfert scolaire. Donc, soyons très vigilants sur ces problématiques. Ensuite, le deuxième point, c'est un petit peu sur les diagnostics qui peuvent être divergents sur notre gestion. C'est votre droit de ne pas être en accord, bien entendu. C'est la démocratie qui place l'un et l'autre à la responsabilité de cette Assemblée. Nous avons choisi pour notre part donc une réduction de notre encours d'emprunt et de maîtrise de la dette. Parce que si nous voulons, comme nous l'avons annoncé dès le début du mandat avec 4,25, maintenir ce cap d'investissement de 325 à 350 millions d'euros sur l'ensemble du mandat, nous devons reprendre un peu de souffle par rapport à l'endettement et à l'épargne. Sur les points, les attentes que vous aviez sur les collèges, là, je vous l'ai dit, nous aurons tout loisir d'échanger le 17 octobre, puisque nous avons une séance spécifique sur les collèges. Et je crois qu'il ne faut pas interpréter les 1,3 million comme un désengagement de la nouvelle majorité, mais simplement sur une réinjection de ces fonds dès lors que nous aurons stabilisé et échangé avec vous sur la nouvelle programmation donc, concernant les collèges. Et puis, je crois qu'on peut terminer sur cette note très optimiste par rapport à ces deux motions que nous venons de partager ensemble. C'est une initiative importante. Nous savons nous rassembler sur les sujets importants que sont l'emploi, le maintien de l'outil industriel, le maintien des moyens de santé. Et c'est avec un portage politique très fort que nous arriverons à mettre ce département du Doubs avec un vent fort pour ce CAP 25 que nous soutenons au quotidien. Donc voici, cette décision modificative, elle a été adoptée par la majorité. Vous n'avez pas souhaité venir avec nous. Écoutez, je crois que nous rediscuterons concernant les orientations budgétaires. Vous savez, je suis quelqu'un qui a beaucoup de patience, qui écoute, qui entend, et je pense que sur les budgets à venir, au vu des difficultés de nos différentes collectivités, au vu des engagements que nous tenons les uns et les autres sur le terrain, nous saurons nous rassembler sur un bon projet pour le budget 2017. En tout cas, je l'appelle de mes vœux. Et puis, il y a aussi le fait marquant, c'est la création de cette agence départementale d'appui au territoire. Je crois que nous pouvons tous en être très fiers. Et puis, je vais prendre les mots de notre ami Gérard Galliot, une création rafraîchissante. Oui, de temps en temps, ça fait du bien, quelque chose de rafraîchissant, quelque chose qui nous permet tout simplement d'empoigner à bras-le-corps les sujets avec beaucoup d'énergie, de pragmatisme. Je m'en réjouis vraiment et nous aurons au cours de ce mandat toute l'occasion d'apporter notre pertinence auprès des collectivités locales, le bloc communal. Voilà, c'est sur ces notes optimistes que je souhaitais clore notre débat et je vous propose donc 2 minutes ou 5 minutes d'interruption pour reprendre donc la commission permanente qui nous attend. En tout cas, merci de votre belle participation.